Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, atelier de validation du plan d'action contre les criquets pèlerins. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Soudan, la montée historique des nuls bleus inonde des habitations. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous disais dans le titre, lutte contre le criquet pèlerin, la priorité absolue pour les pays de la Corne d'Afrique. C'est dans ce cadre qu'un atelier de planification de la stratégie, mais aussi de validation d'un plan d'action s'est tenu ce matin dans les locaux du ministère de la Culture. Cet atelier organisé par le ministère de la Culture en étroite collaboration avec le FAO a rassemblé dans l'immédiat le ministre, son staff, le haut cadre et diverses institutions sectorielles et les représentants des régions. Ces plans d'action, rappelons-le, national de lutte contre le criquet pèlerin, a été présenté et validé aujourd'hui. Ces plans permettra de mettre en place les activités de contrôle et de surveillance du criquet pèlerin. Le ministère et la FAO ont assuré le maximum de leur collaboration. Et quand nous sommes ensemble, nous arrivons à réaliser des résultats pertinents. En une seule déclaration, nous avons vu une mobilisation des ressources pour aucune des interventions d'urgence. Le ministre peut le dire, nous n'avons su mobiliser autant de ressources que ce que nous avons fait présentement. C'est avec l'implication du ministre, c'est avec l'implication de vous-même, les communautés. Nous ne saurons mettre en œuvre ou venir à bout de ces fléaux si nous ne travaillons ensemble. De son côté, le ministre de la Culture, alors de son allocution, présentait une fresque sur l'historique du criquet pèlerin depuis l'ancienne Égypte, rappelons-le, et l'Antiquité. Nous l'écoutons. Plaisir et un réel privilège d'être parmi vous à l'occasion du lancement du projet régional de lutte contre les criquets pèlerins dont Djibouti bénéficie d'un montant de 9 millions de dollars. Comme vous le connaissez, le criquet pèlerin, durant l'Antiquité, constituait la huitième plaie d'Égypte. La huitième plaie d'Égypte. Donc, c'est une menace qui peut créer des catastrophes pour un pays tout entier, et c'est depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, en 2020, le Kenya, l'Éthiopie, la Somalie et même l'Ouganda sont affectés. Vous-même, vous avez été affectés, et j'espère qu'on est rentré en période de rémission. Mais qui dit période de rémission? La période de rémission, c'est lorsqu'il y a sécheresse, il n'y a pas assez de pluie. Après, il y a une période d'explosion de recrutement. Il va venir à Djibouti, parce que vous êtes la porte d'entrée du criquet pèlerin en Corne de l'Afrique. Cette plaie, qu'on disait huitième plaie, vient d'Égypte, de l'Arabie Saoudite, du Yémen. Il arrive en Afrique par la Corne de l'Afrique, par le détroit de Bab el-Mandeb. Il choisit l'endroit le plus court pour arriver, faire une pause dans la région d'Obok et ensuite envahir non seulement la République de Djibouti, mais l'Afrique tout entière, surtout la Corne de l'Afrique. C'est le criquet pèlerin, il y a 58 criquets pèlerins, mais le criquet pèlerin est le plus dangereux au monde. Il consomme son propre poids, 2 grammes par jour. Et si vous avez 8 milliards d'essaims, c'est toute une forêt qui est décapitée. Ils sont en train de lutter aujourd'hui au niveau de la Somalie, au niveau de l'Éthiopie, au niveau du Kenya. Leurs céréales, le café, le cacao sont en danger, et le thé. Donc c'est pour vous dire que nous, le peu de pâturage qu'on a, le peu de culture maraîchère qu'on a, risque d'être décimé
complètement par le cricket pèlerin. Sport à présent, où le terrain de football 6 à côté de la caserne de pompiers a abrité hier, mardi, le lancement de la Super League de Balbala. Cette cérémonie a été lancée par les deux ministres issus de Balbala, en l'occurrence, à savoir M. Moumin Hassan Barre, ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, et M. Moumin Ahmed Cher, ministre de l'Intérieur. Cette Super League a été initiée par le collectif des jeunes de Balbala qui ont voulu mettre en œuvre cette idée noble qui va doter Balbala de sa propre Super League. À cet effet, des équipes types des différents quartiers de Balbala participeront à cette compétition qui se déroulera du 26 au 9 septembre 2020. À part les deux ministres, ont pris part à cette rencontre de cérémonie de lancement des nombreux invités de marque, à savoir les députés de Balbala, le président de la commune de Balbala, le sous-préfet de Balbala, les présidents de la société civile nationale, les jeunes des cadres et femmes des leaders. Le héros national champion du monde Ahmed Salah a également honoré de sa présence à cette cérémonie. L'objectif de cette compétition était de lutter contre la délinquance juvénile, l'oisiveté des jeunes, lutte contre l'instrumentalisation des jeunes des politiques radicales, lutte contre les dangers des réseaux sociaux. Le premier match a opposé la formation de Charmoussa à celle de PK12. Après les animations musicales, folkloriques a débuté la cérémonie officielle par les interventions des invités. Rappelons-le, le président de la commune de Balbala a dans une allocution remercié le ministre de la Culture, M. Moumin Ahmed Cher, et le ministre de la Culture, M. Moumin Hassan Barre, et le ministre de l'Intérieur, M. Moumin Ahmed Cher, pour leur présence à la cérémonie de lancement. Il a ainsi remercié les équipes qui ont participé à ce tournoi et de souhaiter bonne chance aux deux équipes. Malakai, gabal. Gabaka hagurarhe. Malakai, Moumin Hassan Barre, gabaha sarhe. Ahmed Salaha, Yabutina Eleo Benmu. Eh bien, le ministre de la Culture, M. Moumin Hassan Barre, s'est dit très réjoui d'être aux côtés des jeunes de Balbalade à cette cérémonie, et notamment dans ce terrain où il a joué dans sa jeunesse. Il a également fait savoir qu'il a fait son devoir en appuyant la jeunesse, les jeunes initiateurs de ce projet, en application avec la politique du chef de l'État sur l'accompagnement des jeunes. C'est une immense joie et une émotion particulière d'être aujourd'hui sur ce terrain et dans ce quartier qui a marqué mon enfance, a indiqué le ministre en substance. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe lors du tournoi. Assistant au lancement officiel de la première ligue de football de Balbala. Je félicite donc le jeune du collectif de Balbala qui ont initié ce tournoi, mais aussi les sponsors, à savoir le ministère de Warf, qui était là, qui était un ancien joueur, qui a joué sur ce terrain, comme il avait bien souligné. Et nous avons aussi aujourd'hui accueilli avec un grand hommage le grand athlète Ahmed Salah. Donc c'est pour dire aux jeunes que voilà, Ahmed Salah, dans son temps, il a initié le drapeau national très haut. Donc prenez l'exemple. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte, a pris part hier à une réunion par vidéoconférence avec le nouveau commandant de la Combined Task Force 151, la CTF 151, et le Rear Admiral Nijat Hinanir de la marine turque et du commandant de la marine nationale, le lieutenant-colonel Ahmed Daher Jama. En effet, le Combined Task Force 151, ou CTF 151, est une force opérationnelle
Basée sur une coalition multinationale opérationnelle, c'est une force créée en réponse aux attaques des pirates autour de la Corne d'Afrique. La CTF 151 opère dans le golfe d'Aden et au large des côtes de l'est de la Somalie, sur une superficie d'environ 2 600 km². Ainsi, cette réunion virtuelle qui a rassemblé le commandant de la garde-côte, le commandant de la marine nationale et le nouveau commandant de la coalition CTF 151 a été l'occasion de se retrouver pour discuter de questions existentielles liées à la sécurité et à la sûreté maritime dans la région et dans le monde. Les trois responsables ont chacun affirmé de leur côté les mesures difficiles prises lors de la pandémie de Covid-19 qui continuent toujours de sévir et qui a limité les collaborations et les coordinations maritimes à cause de mesures prises pour limiter sa propagation. Ils ont en outre affirmé ensemble la nécessité de se retrouver par vidéoconférence pour répondre de plus belle et ainsi la sûreté de la coalition. Dans une brève intervention, le colonel Waes Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, a assuré au commandant de la CTF 151 la parfaite disposition de la garde-côte pour continuer à renforcer la coopération et la coordination avec la coalition, la CTF 151, sur la sécurité et la sûreté maritime de la région. Il a indiqué également l'importance que revêt cette coalition pour la sécurité maritime dans la région et dans le monde. Tout à fait autre chose, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé hier une sortie au lac Assal pour une centaine d'élèves issus des différents collèges de la capitale. C'est dans le cadre de son programme Colonie de vacances. Rappelons que cette sortie de divertissement et de découverte des paysages, des sites touristiques de cette partie du territoire national intègre en effet les programmes initiés depuis le début de ce mois dans le cadre de reconditionnement des élèves après une période d'interruption des cours vers la fin de l'année scolaire 2019-2020, perturbée, rappelons-le, par l'avènement de la pandémie du Covid-19 dans notre pays et à la veille de la nouvelle rentrée scolaire 2020-2021. Accompagné par une équipe d'enseignants dirigée par l'inspecteur de l'éducation physique sportive, M. Abdelkader Daher, les enfants ont pu pleinement profiter de cette sortie au cours de laquelle ils ont eu droit à des visites guidées, pédagogiques de nombreux sites de la région clôturés par une baignade de la plage de Goubet et un déjeuner copieux au accompagnement touristique du coin. Eh bien, à l'instar des jeunes de la capitale, ceux des régions de la localité du Nord ont passé un séjour mémorable sur le haut plateau d'Idaï. Un séjour qui s'est clôturé ce matin par des travaux de réhabilitation du tronçon de Randa Daï, la partie manquante, l'autre étant déjà finalisée par la première équipe des scouts. Initiative saluée unanimement, rappelons-le encore une fois, par les usagers de ce tronçon qui pourront désormais relier les deux localités en moins d'1 heure. Il est à noter que ce genre d'initiatives des colonies de vacances sont prépondérants à l'épanouissement de notre jeunesse. Notamment, ces petits séjours de Daï a éveillé des compétences de vie comme la protection de l'environnement, rappelons-le, leur appartenance à une identité commune et nationale. En outre, une chose est sûre, des vocations naîtront chez certains d'entre eux devant cette nature et ces expériences de vie rencontrées. Continuellement, la semaine dernière, c'était avec les jeunes de la région, avec les jeunes de la capitale, qui composaient des différentes communes, mais aujourd'hui c'est autour des jeunes du Nord, à savoir les jeunes de la localité, Boli, Adaïlou et les chefliers et Dobok. Ces jeunes ont bénéficié d'un séjour agréable au Daï. Ces séjours étaient riches aux activités variées, à savoir la découverte des forêts, c'est-à-dire avec la diversité des plantes qu'ils ont découvertes dans la forêt. Et ensuite, ils ont poursuivi d'autres travaux qui sont les travaux de nettoyage, d'embellissement de la forêt, plutôt tout l'entourage de la forêt d'Idaï. On reste toujours dans le nord où, dans le cadre du jumelage nord-sud, les jeunes de Tadjoura ont pris ce matin la route de Dikil, accompagnés par le sous-directeur des régions du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, des animateurs et ainsi qu'un représentant du conseil régional de Tadjoura. Les jeunes de la ville blanche passeront un séjour instructif et ludique dans la ville de l'Unité. Pour rappel, les jeunes de Tadjoura avaient accueilli les Okorois
le mois dernier. Un vrai réseau de jumelage est en train de se tisser dans ces deux régions. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Soudan, le Nil bleu, je vous le disais dans le titre, a atteint 17,3 mètres, son plus haut niveau historique depuis un siècle. Les populations qui vivent le long du fleuve sont affectées par cette montée des eaux et des milliers de maisons ont été détruites par des inondations. Depuis 1946 ou 1948, il n'y a jamais eu d'inondation comme cette année. Le problème a pris de l'ampleur sans aucune connaissance de la cause, a-t-il rappelé ce jeune homme. Les inondations sont fréquentes au Soudan qui souffre d'infrastructures médiocres et ne disposent pas de systèmes d'égouts et de collecteurs d'eau pluviale fonctionnels. 30 jours, le couvre-feu supplémentaire au Kenya pour lutter contre le Covid-19. Ce mercredi, le président Uhuru Kenyatta a prolongé la fermeture des bars et des boîtes de nuit entre 21h et 4h du matin. Le nombre de personnes autorisées à assister au mariage et aux funérailles et autres événements a toutefois été augmenté. Selon le chef de l'État kenyan, Uhuru Kenyatta, les infections ont ralenti à Nairobi et à Mombasa. Nos experts de la santé ont indiqué que le niveau de taux de positifs dans tout le pays sont passés d'un maximum de 13%, rappelons-le, a-t-il rappelé, Uhuru Kenyatta, à 8% en août 2020. Entre juin et août, l'économie du pays a souffert des impacts de la pandémie. La croissance devant passer à 5,4% à 2,5% cette année. Le Kenya compte actuellement 33 000 cas confirmés pour 564 décès. Et en Europe, un record depuis la fin du confinement en France. Ces dernières 24 heures, 5 000 personnes de plus ont été déclarées positives au Covid-19. Alors que les écoles se préparent à rouvrir leurs portes, le nombre total des personnes infectées s'élève à plus de 250 000 et plus de 4 000 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du Covid-19. Le Premier ministre français, Jean Castex, a rappelé ses compatriotes à l'esprit de responsabilité pour porter le masque de protection. La Belgique a même ajouté Paris à sa liste destination européenne soumise au retour à un dépistage du Covid-19 et une période d'isolement. Selon le ministre de la Santé, l'âge moyen des nouveaux patients de 35 ans et les milieux touchés sont nombreux. L'Italie a elle également enregistré son taux d'infection journalier le plus élevé depuis la fin du confinement en mai. 1367 cas positifs ont été signalés. Et enfin, en Allemagne, à Berlin, décide de prolonger jusqu'à mi-septembre ses mises en garde aux voyageurs pour la plupart aux 160 pays hors Union européenne. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.